Donc bonjour à toutes et merci d'être présentes ce matin pour évoquer cette nouvelle enquête ensemble. Donc c'est que deviennent les stagiaires de formation 6 mois plus tard. Donc on est vraiment sur une étude sur les impacts de la formation sur la situation professionnelle. C'est une enquête qu'on fait déjà depuis plusieurs années. Donc là c'est la cohorte 2023 dont nous allons vous parler ce matin. Donc rapidement le sommaire, hein, Audrey va vous parler, de l'enquête, en elle-même et puis, de la situation de l'ensemble des stagiaires et puis ensuite on vous propose 2 focus particuliers sur les bénéficiaires des dispositifs prépa, donc les formations prépa de la région et puis un focus sur les bénéficiaires, de 55 ans et plus, communément appelés seniors, mais maintenant on les appelle personnes de 55 ans et plus. Donc voilà, je te passe la main, Audrey. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais d'abord vous décrire rapidement l'enquête. Les stagiaires sortant de l'offre de formation de la région et de Pôle emploi, on a interrogé en 2024, l'année dernière, les personnes qui sont entrées en formation en 2023. En fait, on interroge les personnes par cohorte et on doit attendre 6 mois après la sortie de formation pour les interroger, ce qui explique ces décalages de data. L'objectif de cette enquête, c'est évidemment de connaître le niveau d'insertion des personnes sur le marché du travail à l'issue de la formation. C'est de mesurer les évolutions d'une année sur l'autre, mais c'est aussi de comprendre un peu mieux leur parcours d'insertion. Et c'est très vrai cette année où on a un petit peu reconfiguré le rapport qu'on écrit pour vraiment accentuer l'analyse des difficultés que les personnes peuvent rencontrer. On se base sur 2 indicateurs principaux pour les analyses dans le document de travail qu'on a pu rédiger. On vous parle d'accès à l'emploi et de parcours réussi. L'accès à l'emploi, c'est la part des personnes qui occupent un emploi à 6 mois après leur sortie de formation ou qui ont occupé un emploi dans ces 6 mois. Alors que le parcours réussi prend en compte ces personnes-là, mais il agrège également ceux qui sont en création reprise d'entreprise et ceux qui sont de nouveau de retour en formation, car ce sont aussi des sorties positives. Donc ces 2 indicateurs-là nous permettent d'avoir une vision assez complète de la situation des stagiaires 6 mois après leur formation. Et vous pouvez constater sur les chiffres qui sont affichés à l'écran que pour cette cohorte des entrants 2023, on a un taux d'accès à l'emploi qui est de 65% et un taux de réussite de parcours qui est de 76%. On est sur des chiffres qui sont très stables par rapport à ce qu'on a pu voir sur la cohorte précédente. Si on fait un petit focus rapide par dispositif, mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que Célia vous parlera des prépas notamment, on voit que les personnes qui sont sur des dispositifs accès au VIDA ont un taux d'accès à l'emploi de 74%. Ce sont les dispositifs qui mènent le plus directement à l'emploi. Et pour les dispositifs prépa, on raisonne plutôt en réussite de parcours, qui est un indicateur qui est un peu plus adapté pour eux. On est à 60%. Je vais aller un peu plus loin maintenant sur l'analyse du parcours de formation des stagiaires sortants. On a identifié dans un premier temps 3 éléments qui impactent fortement le parcours de formation et l'insertion. Premier élément, la situation professionnelle. Alors, l'ensemble des stagiaires, en fait, sont bien demandeurs d'emploi avant d'entrer en formation. Pour autant, certains ont pu avoir une activité et nous, on les interroge pour savoir s'ils ont une activité la semaine précédant leur entrée en formation. Et dans le cadre de cette enquête, on peut avoir quelques chiffres. Célia, si tu pouvais m'afficher en passant la souris les données. Pour les personnes sans emploi, le taux de parcours réussi est de 74%, alors qu'il est de 86% pour les personnes qui avaient une activité une semaine avant leur entrée en formation. C'est vraiment un écart qui est très important et c'est quelque chose qu'on peut évidemment rapprocher de cette notion d'employabilité. En fait, les personnes qui sont finalement plus proches des situations d'emploi avant leur entrée en formation en conservent le bénéfice à la fin de la formation et arrivent à s'insérer plus rapidement sur le marché du travail. Cette question de l'éloignement aussi du marché du travail, on le voit très nettement en regardant en fait l'insertion des personnes en fonction de leur durée de recherche d'emploi. Je vous extrais quelques données. Les personnes qui étaient sans emploi depuis moins de 6 mois
ont un taux d'accès à l'emploi de 69%. Celles qui étaient sans emploi depuis 6 mois ou moins de 12 mois ont un accès à l'emploi de 64%. Et quand on passe à plus de 12 mois de recherche d'emploi, on est à 57%. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation très forte entre entre l'ancienneté de recherche d'emploi et l'accès à l'emploi potentiel à l'issue de la formation. Je ne vous ai pas rappelé que 3 quarts des personnes avant l'entrée en formation étaient sans emploi. Le deuxième indicateur important sur la réussite de parcours et l'accès à l'emploi, ce sont les sorties en site anticipé de formation. 14% des personnes ne vont pas au terme de leur formation. Au global dans cette cohorte, mais on remarque que celles qui ne vont pas au terme de leur formation, en fait, s'insèrent moins bien. En termes de parcours réussi, 64% des personnes qui ont abandonné leur formation ont un parcours réussi 6 mois après leur sortie de formation, alors qu'elles sont 78% pour celles qui sont restées en formation. Donc là, on peut vraiment percevoir l'impact positif de la formation sur le retour en emploi ou le parcours réussi. C'est assez net. Ce qu'il faut avoir en tête derrière cette thématique des abandons, c'est que les personnes qui sortent de formation le font pour 2 raisons principalement. On en a un certain nombre en fait qui quittent la formation parce qu'elles ont une opportunité d'emploi. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'au contraire, leur taux finalement d'accès à l'emploi soit meilleur, mais non, parce que les personnes en fait sont dans une logique finalement assez court-termiste, quittent la formation pour un emploi parce elles en ont besoin, notamment financièrement. Mais on voit bien qu'à 6 mois, pour le coup, ça ne permet pas une insertion durable. Finalement, c'est le bénéfice de la formation aurait peut-être été plus intéressant pour eux. Et on a aussi un certain nombre de personnes qui quittent la formation en raison de difficultés, notamment de problèmes de santé, ce qui peut expliquer finalement aussi pourquoi ces personnes-là sont davantage toujours en recherche d'emploi. C'est parce que ce sont des personnes qui avaient des difficultés préalables peut-être un peu plus fortes. Sur cette question des difficultés, d'ailleurs, sur la diapo suivante, on va un peu plus loin sur cette question. Dans l'étude, on interroge les personnes sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer avant leur entrée en formation. Les difficultés qu'on balaye sont celles de santé, de mobilité, de logement et de contraintes personnelles. On a 36% des personnes interrogées qui ont connu des difficultés avant leur formation. C'est un chiffre qui est extrêmement important, c'est plus du tiers. C'est un chiffre qui se maintient par rapport à l'année précédente, mais il faut savoir que l'année précédente, on avait connu une hausse de plus de 10 points. Donc on est sur des profils de personnes, là, sur ces 2 dernières années, qui sont davantage en difficulté que ce qu'on a connu sur les 3-4 années précédentes. Au global, 66% des personnes qui ont rencontré des difficultés s'inscrivent dans un parcours réussi, alors qu'elles sont 82% pour celles qui n'ont pas connu de difficultés. Donc là, on voit très clairement l'impact des freins à l'emploi dans l'insertion des personnes. Là, sur les taux de parcours réussis, ce que vous pouvez constater, c'est que l'écart est très fort sur les problématiques de santé, notamment entre ceux qui ont des difficultés. 62% de ceux qui ont des difficultés de santé ont un parcours réussi, alors qu'ils sont 79% s'ils n'en ont pas. On voit que pour la mobilité, 64 contre 78, l'écart est aussi extrêmement important. Par contre, sur des problématiques de logement, de contraintes personnelles, l'écart est un peu plus faible. On a un peu moins de différence entre ceux qui ont des difficultés et ceux qui n'en ont pas. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de personnes qui arrivent à résoudre leurs difficultés pendant la formation, 42% d'après notre enquête. Et les difficultés qu'on arrive le plus facilement à résoudre sont celles qui sont justement liées aux contraintes personnelles, aux gardes d'enfants. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi ces freins-là impactent un peu moins 6 mois après l'accès à l'emploi, parce qu'ils ont pu être un peu plus résolus que les problématiques de santé ou de mobilité. Pour être complète sur cette question des difficultés, les difficultés peuvent perdurer pendant la formation, elles peuvent aussi apparaître. On a des personnes qui nous déclarent rencontrer des difficultés financières, notamment pendant la formation. Mais lorsqu'on regarde un peu l'insertion de ces personnes-là, finalement, les difficultés qui apparaissent pendant la formation sont un frein à l'emploi moins important que celles qui étaient préalablement existantes. Un point intéressant aussi dans les difficultés que nous citent les personnes pendant la formation, ce sont celles liées aux difficultés d'apprentissage et des difficultés relationnelles. Les difficultés relationnelles sont un point qui apparaît de plus en plus fréquemment dans nos enquêtes et c'est quelque chose sur lequel on a un peu plus zoomé sur l'enquête qu'on est en train de mener actuellement pour la nouvelle cohorte. Enfin, par rapport à ces freins à l'emploi, on identifie aussi d'autres éléments qui sont les caractéristiques sociodémographiques qui sont aussi
des éléments qui jouent sur l'accès à l'emploi et le taux de parcours réussi. On a tout d'abord le type de public, bien évidemment. On note d'année en année que les publics prioritaires s'insèrent moins bien que les publics non prioritaires. Les publics prioritaires ont un taux de parcours réussi de 72% contre 84% pour les personnes qui ne sont pas dans les publics prioritaires. Pour rappel, les publics prioritaires, ce sont les personnes de 55 ans et plus, les jeunes de moins de 26 ans jusqu'au niveau bac, je crois, les bénéficiaires du RSA, je regarde ma collègue, je crois que je n'ai oublié personne, qui font partie de ces publics prioritaires. Et puis, on a aussi la problématique des personnes reconnues travailleurs handicapés, où là aussi, on constate que le taux de parcours réussi est nettement plus faible. On est ici à 59% pour ces personnes. Donc, sur cet indicateur-là, on voit bien que ça justifie l'orientation des politiques publiques qui va en priorité vers ces publics-là, mais à juste titre, puisqu'ils continuent à être plus en difficulté sur l'accès à l'emploi. On a aussi la question du sexe qui est toujours présente dans les difficultés d'accès à l'emploi. Sur le parcours réussi, 81% des hommes bénéficient d'un parcours réussi pour 71% des femmes seulement. Là aussi, il faut décrypter un petit peu cet aspect-là. Ce qu'on note, c'est que les femmes, en fait, sont davantage présentes dans des formations type prépa, qui sont des formations qui mènent moins directement à l'emploi. Donc, ça peut expliquer une partie de ce décalage entre les hommes et les femmes. Pour autant, si on essaie de neutraliser cet effet en regardant uniquement les formations type visa métier, on s'aperçoit qu'il existe toujours un décalage entre les hommes et les femmes. Il est de 11 points au global sur la cohorte. Et si on fait un focus sur des formations plus qualifiantes, on tombe à 7 points. C'est moins important, mais ce décalage est toujours là. On peut aussi raccrocher ça aux difficultés qu'on évoquait juste avant. Les femmes sont aussi celles qui présentent le plus de difficultés, notamment en termes de contraintes personnelles et de garde d'enfants. On l'a vu, c'est un frein à l'emploi et du coup, ça se cumule avec le fait d'être une femme et d'être sur des formations moins orientées vers l'accès à l'emploi direct. L'âge continue de être un critère discriminant. On le voit, les jeunes ont un taux de parcours réussi qui est moins important que les 26-55 ans, qui sont 78%, et les 55 ans et plus affichent aussi un taux de parcours réussi plus faible. Là aussi, on peut raisonner derrière en termes de difficultés associées à ces publics. Pour les 55 ans et plus, on voit que les problématiques de santé sont plus présentes. Pour les moins 26 ans, ce sont les problématiques de mobilité qui sont aussi très présentes. Pour les 55 ans et plus, on a évidemment toute la problématique en ce moment aussi de l'emploi des seniors, de la gestion des fins de carrière qui impacte évidemment aussi cette classe d'âge-là. Et enfin, dans la dernière caractéristique qui peut impacter le retour à l'emploi, c'est le niveau de qualification. Évidemment, on voit ici que les non-diplômés ont un niveau de parcours réussi de 68%, 76% lorsqu'on est au niveau CAP et 80% lorsqu'on est au niveau bac. C'est intéressant de constater que le gap le plus important, en fait, se situe entre les non-diplômés et le CAP. Même un petit niveau de formation, finalement, permet déjà un meilleur accès à l'emploi que pas de diplôme du tout. Et c'est une constante dans toutes les enquêtes d'insertion. Le fait d'obtenir un meilleur niveau de qualification permet une meilleure insertion. Enfin, sur cette question des difficultés, je vous ai extrait ici les réponses à deux questions qui sont intéressantes. On interroge les personnes quant à savoir, celles qui sont en tout cas sans emploi, quelles sont leurs principales difficultés pour trouver un emploi, et celles qui sont en emploi, on leur demande ce qui a facilité leur retour à l'emploi. Pour ceux qui sont sans emploi, la première difficulté qui apparaît, en tout cas celle qui est la plus citée, ce sont les difficultés à trouver des offres d'emploi correspondantes à la formation. Alors, c'est une réponse qui est un peu sujette à interprétation. L'offre de formation de la région et de Pôle emploi, elle est orientée vers les métiers prioritaires et les métiers en tension en région. Donc, on peut quand même supposer que les offres d'emploi existent. Par contre, ce qui est possible, c'est que les offres d'emploi ne correspondent pas forcément aux critères de recherche des personnes, soit en termes de localisation géographique, en termes de temps de travail, en termes de rémunération, et peut-être que le décalage s'opère à ce niveau-là. Le second critère qui apparaît est celui du manque d'expérience professionnelle sur le métier. D'ailleurs, on peut un peu lier aussi aux critères précédents. Finalement, les personnes ne sont pas suffisamment expérimentés, ne trouvent pas d'offres d'emploi adaptées à la formation qu'ils ont suivie, qui sont forcément des formations assez courtes, du coup, qui ne permettent pas d'aller directement sur le métier recherché, en tout cas, ne convainquent pas complètement l'employeur de les employer si directement. Du coup, ça paraît assez
normal de voir ce critère-là apparaître en seconde position au vu de la nature des formations qui sont proposées dans l'offre régionale. Et ensuite, sur les 3 autres critères qui apparaissent, là, on retombe sur les freins à l'emploi évoqués précédemment, avec le manque de qualification, l'âge et l'état de santé, qui sont des freins aussi très cités par les personnes. Enfin, le dernier, cité par 35% des répondants, c'est le manque de maîtrise des techniques de recherche d'emploi. Pour autant, les personnes nous indiquent être relativement suivies après leur sortie de formation, mais il y a toujours cette problématique de la maîtrise des techniques de recherche d'emploi, de nécessité d'accompagnement. Et du coup, là, on voit bien que c'est toujours une action nécessaire à être menée en fait, envers les demandeurs d'emploi, toujours les accompagner davantage, puisqu'ils ne se sentent pas en tout cas en maîtrise complète dans leur parcours de recherche d'emploi. On peut mettre en face les réponses des personnes qui, elles, ont trouvé un emploi. Et lorsqu'on les interroge sur finalement ce qui a pu faciliter ce retour à l'emploi, le premier item qui apparaît dans les réponses, c'est celui de la motivation dans ce projet. Alors, je vais peut-être tout de suite couper court à une interprétation qu'on pourrait faire un peu trop rapide. Si les personnes qui trouvent un emploi, les personnes trouvent un emploi principalement grâce à la motivation, ça ne veut pas dire que celles qui n'ont pas trouvé d'emploi ne sont pas motivées. Les personnes qu'on a interrogées sont toutes les personnes qui sont rentrées en formation. Ça veut dire qu'elles ont, dans tous les cas, mobilisé des ressources personnelles importantes pour entrer en formation, ont dû se remettre en question, ont fait face à des contraintes liées à l'organisation de ce retour en formation. Donc, la motivation est là pour tous. Par contre, on l'a vu tout à l'heure, 82% des personnes qui n'ont pas de difficultés accèdent à l'emploi. Donc on voit bien que finalement, celles qui peuvent dire que leur motivation est le principal moteur dans leur retour à l'emploi sont finalement celles qui n'ont pas été empêchées dans leur parcours et sont sûrement celles qui ont le moins de difficultés préalables. Et du coup, elles peuvent mettre en avant cette motivation et finalement se valoriser au travers de ce parcours d'insertion. Le second item qui apparaît, celui de la formation suivie, 40%. Donc la formation a bien un impact positif sur l'accès à un emploi. Le recours au réseau personnel et professionnel apparaît également. Et enfin, un peu loin derrière, on a l'accompagnement du réseau pour l'emploi qui lui aussi est cité comme un facilitateur de l'accès à l'emploi. Et je vais terminer par les bénéfices de la formation qu'on peut mesurer au travers de l'enquête. On a un indicateur qui nous dit quand même que l'offre de formation est plutôt bien adaptée aux emplois présents sur la région, puisque 78% des stagiaires en emploi considèrent que l'emploi qu'ils occupent est en lien avec la formation suivie. Donc, ça matche finalement assez bien entre les formations et l'emploi. Donc, ça, c'est un indicateur plutôt positif. Et puis, les autres indicateurs dont on dispose en fait pour mesurer l'impact de la formation sont ceux liés en fait à la perception du travail et à ce qu'il apporte aux personnes. Et on voit que 62% des stagiaires interrogés nous indiquent que et finalement, le retour en formation leur a permis de gagner en reconnaissance. Pour 61% d'entre eux, ça leur a permis de gagner en termes de niveau de qualification. Ils ont eu des gains aussi en termes de conditions de travail pour 56% d'entre eux. 46% ont connu des gains en termes de rémunération. Et enfin, 40% ont connu des bénéfices en termes d'évolution et de promotion dans l'emploi. Donc là, ce sont des indicateurs aussi qui sont assez positifs et qui démontrent à quel point le retour en formation peut avoir des impacts positifs sur la carrière des individus. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Je remets le son. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Merci Audrey pour cette partie qui est très intéressante. Il y a encore plus de détails dans le rapport d'études, bien sûr, qui apparaît très prochainement. Si vous êtes abonné à la newsletter du Carré Forêt, vous le verrez sortir. Sinon, n'hésitez pas à aller consulter notre site. Est-ce que vous avez déjà des questions sur ce qu'a présenté Audrey ou des choses à apporter? Oui, je vois qu'il y a une personne qui lève la main. Oui, j'ai posé une question Bonjour, j'ai posé une question dans le chat. Pour la question concernant les facilités à trouver un travail, est-ce que les personnes ont coché plusieurs réponses? Oui. Oui, d'accord. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, hein? Ça peut aussi être des choses qui vont étonner ou des choses que vous souhaitez confirmer. S'il n'y a pas de remarques particulières, on va poursuivre alors
sur les 2 focus, qu'on propose cette année, qui était un souhait, de la région et de l'État, de regarder plus spécifiquement ces 2 publics, que sont, premièrement les bénéficiaires des dispositifs prépa. Hem Donc les dispositifs prépa, juste pour, remettre le contexte, hein, ce sont, prépa clé avenir, prépa rebond, le prépa parcours aide-soignant, et puis, du coup, le nouveau qu'on a intégré, c'est le visa Avenir Sup, qui rentre aussi dans les parcours, préparatoires. Donc voilà, on reprend ici les indicateurs qu'Audrey vous a présentés précédemment, hein, à savoir, le taux de parcours réussi et parfois l'accès à l'emploi. Je rappelle donc qu'on est sur des dispositifs préparatoires qui visent pas directement, l'accès à l'emploi, tout de suite en fin de formation, hein. On est vraiment sur du préparatoire, de la découverte des métiers, l'élaboration d'un projet professionnel. Donc l'objectif est pas d'avoir un taux d'accès à l'emploi très élevé dès la sortie puisqu'on est sur des parcours, plus longs. Néanmoins, on va quand même regarder un peu cet indicateur. Donc pour commencer, les taux de parcours réussis et taux d'accès à l'emploi, on voit que le taux de parcours réussi est plus fluctuant, que le taux d'accès à l'emploi, sur les dernières cohortes. Et qu'en fait cette variation s'explique surtout, par le poids du retour en formation et de l'inactivité qui varie, beaucoup, selon les cohortes. Donc cette année, on a quand même un taux de parcours réussi, qui est à 60 et un taux d'accès à l'emploi qui est à 40 de cette cohorte 2023. Juste pour, rappel, le taux de parcours réussi, il est à 76 sur l'ensemble de la cohorte, donc on est quand même en deçà. Et puis, le taux d'accès à l'emploi, c'était 65, donc on est en deçà aussi. On est sur un public aussi qui est déjà plus en difficulté à la base, hein, qui part de plus loin. Les bénéficiaires des dispositifs prépa, sont des publics, qui sont des publics prioritaires, qui sont plus éloignés de l'emploi déjà au départ. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'atteint pas, des taux, de parcours réussi et d'accès à l'emploi aussi élevés que ce qu'on observe sur l'ensemble de la cohorte, comme vous l'a présenté Audrey tout à l'heure. Ce qu'on voit aussi, beaucoup, c'est que ça varie selon les dispositifs, énormément. Alors je vous passe la souris pour que vous puissiez voir, mais le prépa rebond qui est, historiquement, hein, depuis qu'on fait cette enquête, celui, qui a un taux de parcours réussi, toujours plus en deçà des autres, hein, en 58 Le prépa clé avenir, donc qui est, le nouveau prépa clé plus prépa avenir, là on voit effectivement qu'on reste relativement stable par rapport à ce qu'on a pu observer, les années précédentes. Précédente. Vise à venir sup, donc 66 et puis le prépa parcours aide-soignant, qui du coup, lui, affiche un taux de parcours réussi, bien plus élevé, ce qui est logique en fait, puisque l'idée, c'est quand même derrière qu'ils rentrent dans une formation, d'aide-soignant et donc ce qui explique, que ce taux de parcours réussi soit plus élevé, parmi le prépa parcours aide-soignant, c'est bien sûr le retour en formation. Je vous ai mis d'ailleurs le petit graphique en dessous, on voit bien, hein. On a 33 de retour en formation, dans ce donc de continuer, enfin retour ou continuité, on va dire, pour, les bénéficiaires du prépa parcours aide-soignant, alors qu'on est, vous voyez, 18-19 grosso modo sur les autres dispositifs. Les sorties de formation anticipées, c'est un sujet qui a toujours été préoccupant sur les, formations, prépa parce qu'on je vous le disais, on est sur un public qui est plus éloigné, plus en difficulté et donc qui décroche plus facilement aussi, pendant la formation. Hein, on ne voit pas très bien, mais on était quand même à 34, sur la cohorte 2019, hein, 34 de personnes qui ne sont pas allées au terme de la formation, qui sont sorties avant. Hem Et par contre, ce qu'on observe là depuis plusieurs années, c'est une chute importante, liée notamment à l'accompagnement qui est fait, je pense. Malgré le fait qu'on est sur un public de plus en plus en difficulté, comme le disait Audrey, hein, la part de difficulté, elle est importante. On est sur des publics de plus en plus éloignés de l'emploi. Mais voilà, la sortie de formation sur la cohorte 2023 ne représente plus que 20 de ces stagiaires, entrés sur des dispositifs prépa. Donc voilà, ça c'est un élément important, de voir effectivement que, ça chute. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'impact, de ces sorties de formation anticipées, de formation préparatoire, sur le parcours réussi et sur l'accès à l'emploi. On le voit ici, hein, les sorties de formation anticipées, affichent 61 de parcours réussi, alors que quand ils ont suivi leur formation jusqu'au terme, on est à 60 donc l'écart est pas, phénoménal. Ça se voit aussi sur l'accès à l'emploi. Ceux qui sont sortis de formation, de façon anticipée, ils ont à 46 d'accès à l'emploi. L'accès à l'emploi est moins élevé pour ceux qui ont suivi la formation jusqu'au terme.
Pour la simple et bonne raison qu'en fait, la raison de leur sortie de formation anticipée, c'est souvent une opportunité d'emploi, en fait. Donc ils ont bien plus souvent accédé à l'emploi, que ceux qui ont suivi la formation jusqu'au terme. On va y venir ensuite sur les raisons. Donc voilà, l'impact de la sortie de formation anticipée sur les parcours effectivement, est tout comment dire? Tout relatif. Et donc ça permet aussi de dédramatiser cette notion, de rupture ou d'abandon comme on peut entendre. C'est bien pour ça qu'on parle de sortie de formation anticipée, que certaines sorties sont positives. C'est ce qu'on voit ici. Donc le retour à l'emploi est effectivement le principal motif de ces sorties, de formation anticipée, avec 31 de ces sorties sur ce motif. Et on a aussi une autre sortie «positive» entre guillemets, de formation. C'est celle qui est motivée par l'entrée dans une autre formation qui correspondait peut-être plus, au parcours, en tout cas au projet professionnel, du stagiaire, donc 17 donc si on cumule ces 2 motifs de sortie, on a quand même une grande part des sorties de formation anticipées qui sont positives. Et surtout, c'est intéressant de regarder, le taux de parcours réussi selon le motif de sortie. On voit bien, ceux qui sont sortis de formation pour une opportunité d'emploi, on affiche un taux de parcours réussi de 84 contre 51 de ceux qui sont sortis pour d'autres motifs. Et puis, sur l'entrée en formation, le taux de parcours réussi de ceux qui sont sortis pour entrer dans une autre formation, est de 74 contre 59 pour ceux qui sont sortis de formation pour un autre motif. Voilà, donc on a quand même une grande part, des sorties anticipées, qui sont positives. On voit aussi que les sorties anticipées n'ont pas forcément un impact totalement négatif, sur, la suite du parcours. Elle est même plutôt bénéfique pour l'accès à l'emploi, pour ceux qui sont sortis sur une opportunité d'emploi. Même si, comme l'a dit Audrey, on est quand même souvent sur des, logiques, assez court-termistes où ils peuvent, quitter une formation de 3 mois pour un emploi d'1 mois. Ce sont des choses qui arrivent, mais on l'a dit, hein, ce sont des personnes en difficulté, notamment avec des difficultés financières, ce qui peut expliquer aussi, voilà, ces façons d'agir d'anticiper leur parcours. On va revenir sur les difficultés après. Et bah, juste là, justement. Donc ce que je vous disais, on est sur un public en difficulté, hein. Les difficultés avant la formation, vous voyez ici, on est à 55. Ça a augmenté de 3 points, par rapport à l'année dernière, et surtout, on est, quand même sur des taux beaucoup plus élevés que ce qu'on a pu voir sur l'ensemble de la cohorte, en fait. On est sur un public qui est très en difficulté, on était à 36 sur, l'ensemble de la cohorte. On mes notes. Oui, c'est ça. Donc on est quand même à près de 20 points d'écart. Et puis les difficultés pendant la formation, on est à 29 donc là un petit peu plus, que ce qu'on observe sur l'ensemble de la cohorte. Mais en tout cas, avant la formation, on voit bien qu'on est sur un public qui est bien plus en difficulté que, l'ensemble du public bénéficiaire de l'offre de formation, de la région régionale, pardon. Ah, il y a un décalage sur le graphique, bon, vous allez quand même pouvoir lire, mais sur les difficultés rencontrées, on voit, avant la formation, ce sont les problèmes de santé qui arrivent en tête, hein, 28 suivi des difficultés de mobilité, 25 le logement, 13 et puis les contraintes personnelles à 12 Pendant la formation, il y a une autre difficulté qui apparaît. C'est une question qu'on ne posait pas jusqu'à présent dans les enquêtes, mais qu'on va poser, bientôt. Ce sont la question des difficultés financières et on la pose dans l'enquête pour, les difficultés rencontrées pendant la formation. On va aussi la poser pour les difficultés rencontrées avant la formation, parce qu'on se rend compte que les difficultés financières sont très importantes. C'est la 1re difficulté rencontrée pendant la formation. C'est un tiers des stagiaires, qui déclarent rencontrer des difficultés financières. Suivi des problèmes de santé qui étaient déjà très présents avant et qui sont toujours présents, les contraintes personnelles et puis les difficultés de mobilité qui, elles, sont réduites. Ça tient aussi au fait qu'une bonne partie des difficultés a été levée avant d'entrer en formation. Ce que disait Audrey, hein, les contraintes personnelles, les difficultés, par exemple, les difficultés de logement, elles ont quasiment disparu pendant la formation parce que c'est une difficulté qui a été résolue souvent avant d'entrer en formation. Les difficultés de mobilité, même si tout n'est pas solutionné, une grande partie aussi, ont été résolues avant d'entrer en formation. Maintenant, il faut regarder l'impact de ces difficultés sur le parcours pour voir effectivement, à quel point ça peut, «entraver» entre guillemets, la réussite de leur parcours ou leur accès à l'emploi. Hem, Effectivement, on le voit bien, sur le taux de parcours réussi, hein, sur ces publics qui étaient déjà très en difficulté avant la formation. Ceux qui n'avaient pas de difficulté affichent un taux de parcours réussi de 64 contre 57 pour ceux qui rencontraient déjà des difficultés avant d'entrer en formation.
L'écart se voit aussi pour les difficultés rencontrées pendant la formation. Ceux qui n'ont pas rencontré de difficultés ont un taux de parcours réussi de 63%. Et ceux qui ont rencontré des difficultés pendant la formation ont un taux de parcours réussi de 52%. Ça se vérifie aussi sur l'accès à l'emploi, hein. Ceux qui n'avaient pas de difficultés avant sont 44% à avoir accédé à l'emploi, contre 37% pour ceux qui avaient des difficultés. Et puis maintenant, pendant la formation, on voit 43% d'accès à l'emploi pour ceux qui n'ont pas rencontré de difficultés pendant leur formation, contre 34%. Donc l'écart est quand même important. Ça, c'est à noter, effectivement, notamment sur les taux de parcours réussis. Là, on a 7 points d'écart. Ici, on en a 11. C'est le cas aussi ici, 7 points d'écart. 11 ici, 9 ici. 43, oui, c'est ça, 9. Donc, on voit quand même que les difficultés rencontrées pendant la formation, même si elles concernent un petit peu moins de personnes que celles qui ont été rencontrées avant la formation, elles sont hyper impactantes pour la suite, la réussite du parcours et puis l'accès à l'emploi, hein. L'écart est quand même très marqué entre ceux qui ont rencontré des difficultés pendant la formation et ceux qui n'en ont pas rencontré. Donc voilà pour les bénéficiaires des dispositifs prépa. Vous avez des questions ou des remarques peut-être sur cette partie avant qu'on enchaîne sur les bénéficiaires de 55 ans et plus? A priori, non. C'était clair. Il y a plus de détails dans le rapport d'études là aussi, hein. On pourrait creuser un petit peu plus les éléments. Donc les bénéficiaires de 55 ans et plus, là on regarde tout dispositif confondu, hein. On est sur l'ensemble de la cohorte 2023 en regardant effectivement tous les dispositifs de formation suivis. Ce qu'on observe déjà au premier regard, c'est les 2 indicateurs phares entre guillemets de notre étude, hein, le taux de parcours réussi et le taux d'accès à l'emploi. Là, on voit bien le taux de parcours réussi est inférieur de 6 points pour les personnes de 55 ans et plus en comparaison avec l'ensemble de la cohorte. Et le taux d'accès à l'emploi, lui, est un petit peu moins, comment dire? Éloigné de celui de l'ensemble de la cohorte, hein, 65, 62, voilà, on n'a plus que 3 points. Cet écart, il s'explique notamment, comme sur les dispositifs préparatoires, par le retour en formation, en fait. Les 55 ans et plus ont quand même moins tendance à enchaîner sur une 2e formation que les publics plus jeunes. Est-ce que passer sur la partie difficulté, on voit là aussi qu'on a un public qui est quand même en difficulté, 39% de difficultés avant la formation. C'est un petit peu plus que l'ensemble de la cohorte. 27% de difficultés pendant la formation. Là, c'est à peu près ce qu'on observe sur l'ensemble de la cohorte, donc on est à égalité. Par contre, on voit que les difficultés ne sont pas les mêmes, hein. Ce qu'on a évoqué déjà un peu tout à l'heure, avant la formation, les problèmes de santé notamment. 28% là, alors qu'on est à 17% sur l'ensemble de la cohorte. Les difficultés de mobilité, elles sont moins importantes chez les 55 ans et plus que sur l'ensemble de la cohorte. Idem pour les difficultés de logement et les contraintes personnelles qui sont bien moins importantes. Donc là, les problèmes de santé, on voit qu'ils sont déjà très présents avant la formation. Pendant la formation, contrairement à ce qu'on peut observer sur l'ensemble de la cohorte où ce sont les difficultés financières qui arrivent en tête, chez les personnes de 55 ans et plus, ce sont les problèmes de santé encore qui arrivent en tête. Et là, on est quand même à 31% des personnes qui rencontrent des problèmes de santé pendant leur formation, contre 19 sur l'ensemble de la cohorte. Et les difficultés financières ne représentent que, entre guillemets, c'est quand même énorme, mais 26% contre 33% sur l'ensemble de la cohorte. Donc voilà, on voit cette tendance qui s'inverse. Et puis les difficultés de mobilité et les contraintes personnelles qui étaient déjà moins présentes parmi les 55 ans et plus, le sont moins aussi pendant la formation. Donc effectivement, on a quand même des personnes qui, même si dans l'ensemble n'ont pas beaucoup plus de difficultés, ont quand même des difficultés qui sont très prégnantes. On le voit, les problèmes de santé sont déjà très présents. Un facteur aussi important à prendre en compte, on s'est rendu compte que la part de bénéficiaires RQTH, donc les travailleurs handicapés, est quand même beaucoup plus importante parmi les 55 ans et plus que parmi l'ensemble de la cohorte, hein. Vous voyez, 28%, c'est le double, 14%. Voilà, donc c'est quand même très, très important en termes de part parmi la population, ce qui aussi explique ce qu'on vient de voir juste avant, une part de problèmes de santé qui est quand même très importante parmi ces personnes
que ce soit avant ou pendant la formation. Alors ensuite, ce qu'on voit, c'est que pour autant, elles ne sont pas plus nombreuses à avoir bénéficié d'un aménagement particulier pendant leur formation, de mode d'apprentissage ou de durée de formation. Elles ne sont pas plus nombreuses que l'ensemble de la cohorte. Et puis surtout, elles ne déclarent pas forcément plus que le manque d'aménagement ait impacté leur formation. On a 87% qui estiment que le fait de ne pas avoir bénéficié d'un aménagement spécifique n'a eu aucun incident sur leur formation. C'est 85% parmi l'ensemble de la cohorte. Donc, ils sont effectivement plus souvent reconnus travailleurs handicapés. Par contre, ils ne déclarent pas plus avoir bénéficié d'un traitement particulier et surtout, ils ne déclarent pas que ça ait impacté leur formation. Par contre, ce qu'on voit, c'est un écart quand même sur le taux de parcours réussi, hein. Donc, si les parcours réussis sont moins fréquents parmi les personnes de 55 ans et plus reconnues travailleurs handicapés que parmi les travailleurs handicapés de l'ensemble de la cohorte, leur accès à l'emploi, par contre, lui, est identique. Donc, voilà, c'est vraiment sur la poursuite de formation 6 mois après que ça se joue. Mais on voit bien ici quand même un taux de parcours réussi de 51% parmi les travailleurs handicapés de 55 ans et plus, et du coup de 59% parmi les travailleurs handicapés de l'ensemble de la cohorte. Donc là, on cumule bien les deux facteurs, hein, TH et senior. Deux facteurs discriminants par rapport à l'emploi. Je précise un peu. Ensuite, sur les freins à l'emploi, effectivement, l'âge, c'est un facteur perçu, parce que là, c'est du déclaratif. On leur pose la question de qu'est-ce qui, selon eux, les bloque dans leur recherche d'emploi. Donc, on voit bien, effectivement, que l'âge est un frein au retour à l'emploi bien identifié par les 55 ans et plus, hein, 54%. Donc là, on est bien sur les personnes qui sont en recherche d'emploi, par contre, je n'ai pas précisé. 54% des personnes en recherche d'emploi qui déclarent que le principal frein qu'ils identifient dans leur recherche d'emploi, c'est leur âge. 44%. L'état de santé aussi, 40%. 30%. 17, 46 sur le manque de qualification. Là, du coup, beaucoup moins identifié par les 55 ans et plus. Et puis, l'expérience sur le métier appris. Beaucoup moins problématique, on va dire, sur des personnes de 55 ans et plus qui potentiellement ont déjà eu plus d'expérience professionnelle que les autres. Et enfin, les inactifs, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors la part d'inactifs parmi les personnes de 55 ans et plus est identique à celle qu'on observe parmi l'ensemble de la cohorte 2023, on est à 6%. Donc les plus âgés ne sont pas plus inactifs que les autres. Donc je rappelle, un inactif, c'est ceux qui sont ni en emploi, ni en recherche d'emploi, ni en formation, donc qui sont un peu en stand-by, on va dire, par rapport au marché de l'emploi. Ce qui est intéressant de regarder, du coup, puisque cette part est identique, ce sont les raisons de leur inactivité. Et donc, c'est là, effectivement, qu'on voit bien le décalage et que ça fait écho à ce qu'on a pu observer sur les difficultés qu'ils rencontrent. La principale raison de leur inactivité, ce sont les problèmes de santé. Ah, ça ne s'affiche pas quand je passe, c'est bizarre. Bon, on est à près de 50% qui rencontrent des problèmes de santé. Je dois avoir le graphique avec moi pour vous donner un peu le détail. Ouais, c'est ça, 49% pour des problèmes de santé contre 24% parmi l'ensemble de la cohorte. Donc là, vous voyez, l'écart est important. Ils sont en attente d'une formation, c'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas forcément en recherche d'emploi, un peu plus souvent que l'ensemble de la cohorte. Ils sont bien plus souvent en attente de la retraite. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on avait pu constater dans les commentaires qu'on avait reçus sur les questionnaires, effectivement. Ça se confirme. 11% en attente de la retraite contre 1% parmi l'ensemble de la cohorte. Les difficultés familiales sont un peu moins présentes. On a un petit peu d'attente de déménagement, mais c'est 4%, donc c'est pas non plus énorme. Alors, il n'y a pas de congé maternité. Bon, ça, c'est pas une nouvelle, alors que ça concerne 22% de l'ensemble de la cohorte. Et ils sont aussi beaucoup moins en attente de démarrer un nouvel emploi. Ils sont même pas du tout, contre 5% de l'ensemble de la cohorte. Donc là, on voit bien, hein, il y a l'attente de la retraite, certes, mais enfin, les problèmes de santé sont quand même la principale raison majoritaire de cette inactivité. On a une question sur les raisons financières évaluées pour les seniors. Oui. Sur les difficultés? Sur les difficultés. Oui. Je vais revenir un petit peu en arrière, du coup, sur les difficultés, effectivement.
Les difficultés financières, ouais, elles sont évaluées à 26%, contre 33 pour l'ensemble de la cohorte. Donc elles sont quand même présentes, hein. On a quand même un quart, effectivement, mais c'est quand même un petit peu plus faible, que ce qu'on peut observer sur l'ensemble de la cohorte. Heu, c'est vrai qu'on a tendance à les minorer parce que les difficultés de santé sont quand même plus importantes, mais effectivement, c'est aussi, un facteur important, sur cette population, qui fait partie, des publics prioritaires, donc éloignés de l'emploi, donc potentiellement aussi avec des difficultés financières, oui. Et je crois que j'avais terminé d'ailleurs, je terminais sur les inactifs. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être sur, la thématique senior? Là encore, il y a plus de détails dans le rapport d'études, hein. Oui. Intégrer les difficultés financières plutôt que le congé maternité? Oui, mais là, on était sur les raisons de l'inactivité, en fait. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé, des difficultés financières sur l'inactivité. On est vraiment sur pour quelles raisons vous êtes, en inactivité? Mais comme le disait Célia sur la question des difficultés financières, c'est quelque chose qu'on va essayer de traiter un peu mieux, dans l'enquête, qui est en train de se dérouler sur la cohorte des entrants 2024. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des remarques ou donc le rapport d'études les rapports d'études, puisque du coup, il y en a 3, hein. Il y a celui sur, l'ensemble de la cohorte et puis les 2 focus, prépa et 55 ans et plus qui vont être, bientôt, disponibles, sur le site, qu'on vous pourrez consulter l'ensemble. Sachez qu'on reste aussi à votre disposition. Si à la lecture du rapport, vous avez des questions, il ne faut pas hésiter non plus, à revenir vers nous, hein. Vous pouvez, contacter le Carrefour-F et remonter vos questions, il n'y a pas de souci, on y répondra sans problème. Eh bien, s'il n'y a pas plus de remarques, j'ai envie de dire, on est dans les temps. On avait dit qu'on finissait pas trop tard, avant 10 heures, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présente ce matin et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, s'il y a des questions ou des choses qui méritent, d'être éclaircies. Merci, bonne Merci à journée. vous. Bonne journée. Merci. Au revoir.